la revue de presse. Mais tout de suite à Douala, Jean-Jacques Zé pour la revue de presse, il se prépare. Il sera 6h30 dans pratiquement 1 ou 2 minutes, je ne sais pas, en temps universel, oui. Bon, il sera 7h30 dans pratiquement 1 minute. On va en profiter, on ne peut pas aller plus en avant que ça, oui, d'accord. Tout le monde est prêt pour la revue de presse? Comment ça, la matière n'est pas prête? Elle s'est appelée là, elle est où en cuisine encore? Mettez-vous en place, installez-vous tous. 80 ans il a eu, c'était il y a quelques jours, Manu Dibango. On est très heureux d'avoir encore cette musique en fond pour la revue de presse. Jean-Jacques Zé, bonjour, bienvenue. Monsieur, bonjour et merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Je crois que ça va très bien. Et il croit que ça va très bien, nous pensons que ça va bien, oui. Jean-Jacques, pour cette revue de presse qui commence par Le Messager. Et un message fort, le retour du président de la République dimanche dernier à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, après son séjour européen qui lui aura permis de participer à ce sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité sur le continent africain. Ce retour-là peut avoir plusieurs lectures, notamment celle peut-être du retour au travail du chef de l'État. Un titre sur la forme interrogative ce matin. Paul Biya va-t-il enfin se mettre au travail? C'est la grande une choisie par le quotidien privé Le Messager ce matin, qui pense justement qu'avec le retour et l'allure du cortège présidentiel qui aura franchi les grands regroupements tels que Yafé sans même freiner, peut-être qu'il avait hâte de retrouver le palais de l'unité de Yaoundé où l'attendent justement beaucoup de dossiers sur la table. Le premier de ces dossiers, selon Le Messager ce matin, étant celui relatif au remaniement ministériel. La tradition a toujours démontré qu'après chaque élection, le chef de l'État procédait à un réajustement ou un réaménagement gouvernemental. Est-ce que c'est cela qui va être respecté cette année? Le journal sous la plume de Jean-François Chanon semble indiquer justement que le chef de l'État devrait procéder à ce remaniement, même s'il n'a pas obligation. Aucun texte n'oblige le chef d'État à faire ce remaniement et même qu'il pourrait décider de ne pas changer l'équipe conduite par Philémon Yang. Sauf que pour cette année spécialement, il n'y a pas seulement eu les municipales et les législatives, il y a également eu les sénatoriales, ce qui devrait davantage pousser le chef de l'État à revoir la constitution de l'équipe gouvernementale. D'ailleurs, c'est en tout cas l'un des sujets majeurs présentés en termes de préoccupation ou des dossiers qui attendent le chef de l'État sur sa table. Le second dossier étant naturellement l'organisation de la célébration du cinquantenaire de la réunification telle que prévue et programmée dans le chef de la région du Sud-Ouest, Buea. Le chef de l'État, selon les informations proposées par Le Messager ce matin, aurait d'ailleurs réfléchi et travaillé sur le dossier hier lundi en se rappelant justement, et c'est cité dans les colonnes Le Messager, que la communauté anglophone ne voudrait pas tout simplement que ce rendez-vous ne se tienne pas. Il ne faut pas, dit le journal en s'inspirant des déclarations d'un observateur, provoquer les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest qui attendent depuis 3 ans déjà ce rendez-vous relatif à la célébration du cinquantenaire de la réunification. Dans cet agenda présidentiel bien costaud, en quelques jours seulement avant la fin de l'année, figure aussi la finale de la Coupe du Cameroun, mais aussi, et le journal est peut-être le seul à le mentionner ce matin, la mise sur pied du Conseil constitutionnel, parce que quand même dans les dernières sorties du chef de l'État, il avait indiqué qu'après ces élections, devrait également être mis sur pied ce Conseil constitutionnel, étant donné que tous les éléments constitutifs de cette institution sont déjà prêts dans notre pays. Eh bien, toujours pas. Peut-être également cela relèvera de cet agenda du chef de l'État et cette interpellation, même si c'est sur la forme interrogative, à la grande une de Le Messager ce matin, à 14 jours de la fin d'année, le président Paul Biya va-t-il se mettre enfin au travail? L'autre sujet de préoccupation, de mutation ce matin, c'est la commission ad hoc des disciplines au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la commission Moussongué, qui semble avoir choisi ses cibles, c'est dit dans les colonnes de Le Messager ce matin, sous la plume justement de Joseph Olinga, qui essaie de comprendre justement le fonctionnement de cette structure récemment installée et qui devrait commencer de façon effective le travail aujourd'hui avec l'examen de quelques dossiers qui lui sont parvenus, même si le journal reconnaît que la difficulté avec cette commission ad hoc, c'est que même Peter Mafani Moussongué n'a pas encore une connaissance exacte des dossiers qui vont être transmis à cette commission-là, mais au moins des noms sont en circulation, des supputations vont bon train également. Les cas les plus flagrants qui reviennent chaque fois étant ceux de Konsamba 3e avec la situation de Madame Essamé. On parle de la situation de Mamba, de Bonalea,
mais également de la commune de Mboma, dans la région de l'Est, département du Oignon. Mais il reste justement qu'une cinquantaine de cas pourraient faire l'objet d'examen dans cette commission ad hoc de discipline du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais le journal rappelle également que derrière tout cela, il y a des gros soupçons qui pèsent sur les membres qui constituent cette commission, qui peuvent être considérés également comme des pyromanes, des acteurs premiers du désordre qui a été observé sur le terrain. Et vous verrez bien qu'à l'intérieur de Le Messager ce matin, le nom cible est mis entre guillemets parce que justement on ne sait pas qui sera concerné. Est-ce que les acteurs vont être définis selon les récriminations qui venaient de la base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Mutation, on ne parle pas de cette actualité en sa grande une ce matin et s'intéresse à cette lettre, on l'a signalé hier déjà, de Yves-Michel Fotio, adressée à ses employés. Il les met tous au chômage, la principale raison étant justement le blocage, dit-il, illégal et sans raison des différents comptes bancaires de ces différentes entreprises, ne permettant plus justement à ces sociétés-là de vivre, de fonctionner et de payer normalement les salaires des employés. Et leur seront servis, les lettres leur seront servies de licenciement très bientôt. Et malheureusement, précise la lettre publiée intégralement dans les colonnes de Mutation ce matin, et ne pourront pas immédiatement bénéficier de leurs droits du fait justement de blocage de ces comptes bancaires, et que le moment venu, lorsque ceux qui ont bloqué ces comptes auront choisi de les débloquer, ils pourront rentrer en possession de ce qui leur est dû. Dans le journal, on se rend bien compte en lisant la lettre que Yves-Michel Fotio semble indiquer qu'il veut éviter ce qui lui arrive à lui et ce qui est arrivé également à Maître Lydienne Eyoum dans le cadre de cette affaire. Il ne voudrait pas qu'un autre employé suive son chemin de croix. La lettre est à lire dans les colonnes de Mutation ce matin. Le journal qui s'intéresse également à d'autres entreprises, cette fois-ci les entreprises liquidées, restructurées, vendues ou privatisées de l'État du Cameroun, et les ex-employés qui ne sont toujours pas rentrés dans leurs droits, malgré les déclarations qui avaient été faites par le ministre des Finances Alamine Ousmane Meh. Ils ont encore manifesté ce que notre ami Debo Andebe appelle souvent les petits vieux, ont encore manifesté devant le ministère des Finances hier pour demander justement le versement de leur prime de reconversion et tout ce qui avait été promis par le ministre des Finances. Les délais sont largement dépassés. Selon la dernière sortie médiatique du patron des Finances, ils ont pris le calendrier et ont observé justement que de mars à décembre, ça fait beaucoup. Ils ne peuvent plus tenir. Ils accusent le ministre des Finances de promesses non tenues, alors qu'il leur a également indiqué que cet argent-là se retrouverait déjà du côté de la trésorerie, mais ils n'ont pas jusqu'à présent réussi à mettre la main sur cet argent et à régler leurs problèmes. Ils précisent justement que c'est le 28 octobre 2013 que cet argent devait être payé selon les promesses faites par le ministre des Finances. Cette deuxième tranche-là, d'octobre à décembre. Donc, comme on le disait, rien n'a été fait. Mutation s'intéresse un peu à la chronique judiciaire ce matin avec les verdicts qui sont attendus. L'affaire Etundu Oyono, c'est aujourd'hui 17 décembre que l'affaire a été mise en délibéré. Ondondon, Thierry Michel, Atonganatitus et Joa seront également fixés aujourd'hui du côté de la Cour suprême. En même temps que le journal nous précise une enquête pratiquement sur 2 ou 3 pages sur le pourquoi la filière textile au Cameroun bat de l'aile. À lire absolument aussi dans les colonnes de Europe Plus ce matin, le journal de Michel Michaud Moussala s'intéresse à l'état de santé du chantier naval et industriel du Cameroun. Il y a eu dernièrement une grève encore, il y a eu des licenciements. Il y a même eu des départs, comme le départ du directeur général. Les dessous de la démission du directeur général coréen du chantier naval, c'est le grand titre choisi par Aurore Plus ce matin, qui nous présente un tableau bien sombre de ce qu'on pourrait appeler des espoirs perdus à la suite de l'installation de ce directeur général. Il y avait eu un beau discours du patron des transports à cette époque-là, un beau discours du patron du travail et la sécurité sociale de cette époque, Robert Nkili, pour être plus précis. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte, selon la lecture proposée par Aurore Plus, qu'il n'y a rien eu. Il y a eu plus
de corruption, il y a eu un peu de favoritisme et de népotisme. Il y a même eu des gens qui ont été mis en œuvre, ce qu'on appelait des personnels liches, pour justement accentuer ce qui était décrié et qui était pratiquement mis sur la feuille de route du DG. Il devait lutter contre ces mots, mais le journal semble se rendre compte que ces mots se sont plutôt accentués avec le directeur général coréen. Europe Plus s'intéresse également à la gestion du pouvoir, les forces et faiblesses de Paul Biya, président de la République. On va bien lire faiblesse. Il y a une faiblesse au niveau de la rédaction de ce titre-là, mais on comprend bien que le journal a voulu justement ressortir les forces et les faiblesses du chef de l'État, le président Paul Biya, à la tête justement de l'État du Cameroun. Elles sont nombreuses selon notre confrère, ces faiblesses-là, les lenteurs, le favoritisme, on note par exemple le népotisme, la combine, c'est dit dans le journal ce matin, les gens qui mettent suffisamment long à leur poste, c'est une faiblesse. La région du centre ou le grand centre qui semble être favorisé dans le cadre de la répartition des fauteuils ministériels, la rancune qui est tenace, la lenteur, les séjours prolongés du chef de l'État à l'étranger, mais à côté de cela, des forces aussi. Parmi ces forces-là signalées par le journal ce matin, il y a le silence. Le chef d'État s'est resté tranquille devant les situations difficiles et en ressortir avec des solutions. C'est-à-dire dans Europe Plus ce matin et puis le Honkam Info Plus. C'est nouveau, c'est un mensuel qu'on reçoit avec à la grande une activité culturelle, le groupement Fondio Monkwet qui a désormais son centre culturel. Le journal profite également pour nous proposer les visages de quelques maires du département du Honkam. Monsieur, passez une bonne journée. Je vous en prie. Il ne me reste plus qu'à vous offrir un peu c'est du cassis. Hein, ça, c'est du cassis. C'est un fruit assez spécial. Et là, c'est un cadeau de notre très chère Patricia Pomme-Citer. Il paraît que c'est... Voilà. Oui, le nom La semaine commence bien, en tout cas. Alors, je vous en donne peut-être deux ou trois, vous qui aimez les cassis. Magnifique fruit, magnifique fruit. Un cassis pour nous, vous aussi, oui. Nous qui venons du soleil levant, Oui. et qui avons pendant longtemps vécu de la chasse et de la cueillette, ça nous va. ça nous va très bien. Et vous savez, vivre de la chasse et de la cueillette, c'est pas si mal que ça. C'est vivre bio. Il y en a qui donnent... on est en train de demander aux gens de vivre bio, mais nous, on vivait déjà bio. Il y en a qui donneraient beaucoup pour pouvoir cueillir et chasser. Voilà. Bon, donc heureusement que ça reste encore. Non, on merci. va maintenir cette tradition. On maintient cette tradition. Je suis d'accord avec vous. Jean-Jacques Zé, à demain. À demain, monsieur. Direction tout de suite Yaoundé, où nous allons retrouver Javis Nana pour cette revue de presse. Javis Nana, tout sourire. Bonjour Javis, bienvenue à vous. Bonjour Jason, content de vous retrouver ce matin. Bonjour à Jean-Jacques Zé et surtout à la forte équipe technique, dynamique, jeune qui vous accompagne du côté de Douala. C'est un plaisir de vous accueillir à la ville aux 7 collines à Yaoundé pour parcourir notamment les parutions qui sont parvenues à notre rédaction. Bonjour aux téléspectateurs, naturellement, aux auditeurs de la radio Suite FM, la radio du bonheur et surtout aux internautes qui pataugent sur Internet www.canal2international.net. C'est pour être en harmonie parfaite pour la lecture de l'information. Alors, que nous disent les journaux ce matin de mardi 17 décembre? Réponse avec Cameroun Tribune. Le quotidien public, dans sa parution de ce mardi, nous propose la loi de finances telle que promulguée par un décret du président de la République. C'était hier. Eh bien, dans les pages 3, 4, 5 et 6, et donc on se rend compte que le projet de loi tel que adopté par l'Assemblée nationale vient d'être publié et promulgué intégralement par le chef de l'État. 3 312 milliards de francs CFA, tous les postes de répartition et surtout les orientations en termes de matérialisation sur le terrain sont proposées dans un document exclusif à avoir absolument. Cette apparition dans Cameroun Tribune, édition de ce matin. Il y a également, on parle encore de finances publiques parce qu'il y a, nous dit le journal, du rififi du côté du ministère des Finances. Le journal Le Zénith dit qu'il y a des gros soupçons de détournement de fonds de garantie automobile. Eh bien, des dizaines de milliards, nous dit le journal, dans le chapeau de l'article, eh bien, de l'argent serait distrait sous le nez et la barbe du chef du département des finances et même des services spécialisés à la direction de la coopération monétaire des assurances. On dit que le manège a duré un peu plus de 10 ans, de 2002 à 2011, on parle d'un peu plus de 16 milliards de francs CFA qui ont ainsi disparu. De ce côté-là, eh bien, c'est un scandale qui
plante le décor à la une du journal Le Zénith qui est en kiosque ce matin. Parlons encore d'argent et c'est maintenant avec le financier d'Afrique qui a mené une enquête du côté de la CBC. Eh bien, on parle de restructuration de ce côté-là, un complot contre le groupe Fotso à la CBC. L'information qui est publiée dans le journal Le Financier d'Afrique et que vous allez avoir l'occasion de parcourir en faisant un tour dans les kiosques, c'est bien sûr cette assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu le 9 décembre dernier. Eh bien, le journal nous dit que et de ce côté-là, les actionnaires, pourtant majoritaires de la CBC, ont été tout simplement exclus de la salle. Pourtant, ils représentent quelques 53,6% du capital de cette entreprise-là. Eh bien, selon un juriste interrogé, Robert Simo, pour ne pas le citer, eh bien, si les actionnaires majoritaires de la Commercial Bank of Cameroon ont été exclus, chassés de la salle de l'Assemblée générale le 9 décembre dernier, eh bien, toutes les résolutions qui vont être prises au terme de cette Assemblée générale vont être tout simplement annulées. C'est le journal Le Financier d'Afrique qui a mené cette enquête et c'est la principale information à lire. Le Financier d'Afrique nous propose également du côté du Gabon, information de ce pays frère et ami. Eh bien, le Gabon, le gouvernement gabonais vient de lever 750 milliards de francs CFA à la bourse de New York. Eh bien, c'est un emprunt obligataire qui a payé au-delà des attentes du chef de l'État, Ali Ben Bongo. D'ailleurs, les priorités de financement des projets est établies. Eh bien, on précise en page 12 du Financier d'Afrique que le Gabon, contrairement au Cameroun, et c'est un second pied de une, demande encore 50 milliards de francs CFA pour son emprunt obligataire. C'est une bonne information pour le Gabon, pays frère et ami. On peut également lire, et c'est en kiosque encore ce matin, le journal L'Épervier qui revient avec l'actualité fortement économique pour parler des détournements du côté de la trésorerie générale de Douala. Eh bien, il y a des révélations qui sont ainsi faites en une principale du journal L'Épervier qui nous dit que, eh bien, toutes les vérités sur les détournements de 2 milliards à la trésorerie générale de Douala, eh bien, écrouées à la prison de Newbel à Douala, eh bien, Tué Kwangale qui est actuellement donc à la prison, qui était le caissier, pour dire ainsi, caissier principal à l'occasion de cette tentative de détournement, eh bien, dans une déclaration sur l'honneur publiée ici dans le journal L'Épervier en page 7, eh bien, il a dit devant le tribunal qu'il y a des personnes précises, les noms sont cités, les montants également, qui sont passés devant sa caisse et qu'il a payé. Il ne s'agit ni plus ni moins des accusations fausses contre le TPG Mbok qui a été malheureusement accusé injustement. Le journal L'Épervier nous dit que c'est un document à lire absolument en page 7 de son édition de ce mardi matin. Information toujours et encore économique et à forte dose financière. C'est en kiosque, en lecture dans son édition de ce matin. Le patronat parlant de la croissance pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035, eh bien, le JICAM qui s'est retrouvé du côté de Douala a donné la parole aux acteurs des entreprises de notre pays. Réponse du quotidien L'économie et c'est en une principale. Le patronat est inquiet pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. On se rend compte, nous dit le journal, qu'il y a encore quelques couacs dans la mise en œuvre des mesures incitatives prises pour l'amélioration du climat des affaires. Le Cameroun, qui court vers une croissance à 2 chiffres, doit pouvoir mettre en place un autre dispositif aussi attractif pour permettre notamment aux chefs d'entreprise, investisseurs qui viennent de l'étranger pour pouvoir mener à bien leur activité dans notre pays. Le journal de Thierry Ekouti nous dit que c'était une rencontre importante qui fixe le cap avec une lecture visible et claire sur les perspectives économiques de notre pays et patrole au président du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Eh bien, c'est André Fotso qui conclut en disant qu'il y a des choses à revoir. En lecture également, en kiosque pour ce mardi matin, en faisant un tour, vous prendrez certainement dans le menu de votre lecture le quotidien Bleu le Jour qui est descendu sur le terrain, cette fois-là pour nous parler d'une grosse interrogation. Que se passe-t-il au ministère de la Santé avec les incendies récurrents de ce côté-là? Aziz Salatou était sur le terrain et se rend compte que, et c'est l'une des informations majeures que vous pourriez découvrir dans le quotidien Bleu, eh bien, le reporter du quotidien Bleu le Jour nous dit que depuis le début du mois de septembre, il y avait panne d'électricité au 4e et au 3e étage, des pannes qui ont été diagnostiquées et d'ailleurs, on attendait que le paiement de
159 000 francs CFA pour pouvoir régler la situation. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites à temps et depuis donc, le début du mois de septembre, ces 2 étages n'étaient pas éclairés. À côté de ce manquement, on peut ainsi dire, il y a une bataille féroce à la direction des ressources humaines. Le personnel de ce côté-là ne se parle pas et du coup, on pense qu'au ministère de la Santé, au-delà du feu, il y a une tension d'humeur entre les personnels. En seconde une, à lire dans le journal Bleu, édition de ce matin, eh bien, c'est du côté notamment encore de la CBC avec le limogeage de quelques employés par Yves-Michel Fotso. Tout à l'heure, Jason, on faisait mention dans la revue de Jean-Jacques Zé qu'il s'agit simplement de quelques absences de fonds qui ne permettent pas justement aux entreprises FGH et compagnie de pouvoir continuer la collaboration avec ces personnels-là. C'est une information à lire également en pied de une du quotidien Bleu, édition de ce matin. Et puis, il y a Génération Libre qui revient en grande pompe sur le comité ad hoc de discipline mis en place par le secrétariat du comité central du RDPC. Le journal de Joseph Fotso-Fognon, en une principale, nous dit que indiscipline au RDPC, eh bien, quand le capitaine du bateau sursaute en plein naufrage, pour simplement préciser que eh bien, la commission Peter Fanny Moussongué vient au-devant de l'actualité quand beaucoup d'eau a déjà coulé sous les ponts au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À l'occasion des investitures pour les législatives et le municipal du 30 septembre, le journal Génération Libre nous dit que le parti aurait pu mettre en place un dispositif qui aurait permis d'encadrer le choix des militants. Eh bien, il considère cela comme le bateau naufragé et le sursaut du capitaine. C'est une enquête politique à lire dans Génération Libre, édition de ce matin. Autre information, et pour refermer progressivement cette revue, c'est le journal L'Orphelin qui est en kiosque et s'arrête sur une action humanitaire importante. C'est l'ONG internationale IMSCO, International Multiracial Share, qui est descendue sur le terrain du côté d'Aton et d'Auvin pour la remise d'importants lots aux personnes défavorisées, les femmes abandonnées, les enfants déscolarisés et même le presbytère d'Acon a bénéficié notamment d'un don qui va permettre de réhabiliter ce lieu de culte pour la prière. Les choses se sont bien passées en présence du directeur de IMSCO, Bureau régional du Cameroun, Alfred Meno, bien entouré par le prélat de ce côté-là. Et c'était un bon moment. Et pour clôturer, Orphelin revient sur la cérémonie donc, de remise des attributs de prestation de serment du côté de Banganté. Madame le maire Koutès a donc prêté serment. C'était en présence d'importantes personnalités. C'était samedi dernier. L'exécutif de Banganté a pris fonction. Le journal Orphelin revient sur les temps forts, le discours du préfet, une photo de quelques invités et vous pouvez bien apprécier en bonne place le président directeur général de Canal 2 International qui a fait le déplacement. C'est tout dit et on souhaite simplement à Madame le maire Koutès du côté de Banganté, bon vent. À vous Jason, on vous souhaite très bonne continuation et aux téléspectateurs de notre antenne, d'excellents moments. On se retrouve demain. Merci. Javis Nana, en direct de Yaoundé pour la revue de presse. Javis, merci beaucoup. On vous salue là-bas. Et vous avez aussi le bonjour de Menkam Cortés qui nous regarde du côté de Baganté. Et bien sûr, tous les amis là-bas, on profite pour dire un bonjour à notre ami Serge Ebo, procureur de la République là-bas en place à Baganté. Une pensée pour André Simo. Lui, il est du côté de Tchang, ancien procureur là-bas à Baganté. Voilà, ils vont faire le tour du pays. Normal. Ce sont des magistrats. On les salue. Tout de suite, on s'arrête un peu. Oui, c'est la deuxième partie. Quelle heure est-il? Laissez-moi voir. Oula, un petit peu bon, avant 8 heures, on a le temps d'écouter. On peut écouter de la musique. J'attends que ma réalisation m'en dise un petit peu plus. Oui, je vous entends très bien. Dites-moi qu'est-ce qu'on a d'un moment à l'autre. Je rappelle que nous aurons, avec plaisir et avec certitude, on va avoir notre très cher Alex Lembe qui se positionne déjà. Il est en bretelle. Il est en train de faire la fête aux crêpes là-bas.